Avec un mental d'acier et une sérénité à toute épreuve, ce petit gars du chaudron a atteint les sommets en devenant champion du monde. Pionnier du MMA français, le coq bataille, comme on le surnomme, s'est donné une mission: aider les autres à découvrir leur force intérieure et à dépasser leurs limites. Comment devenir résilient ? Comment développer la confiance en soi ? Quelle discipline adopter pour se réaliser et atteindre le succès ? J'ai le plaisir d'accueillir Gaël Grimaud sur Gaillard Média. Bonjour Gaël. Bonjour Émilie. Je suis ravie de t'accueillir sur Gaillard Média. C'est un plaisir pour moi aussi. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent, nous regardent, est-ce que tu peux te présenter ? Alors je suis Gaël Grimaud, je suis combattant de MMA professionnel depuis 15 ans maintenant. Je suis originaire du Chaudron. J'ai grandi au Chaudron, je suis né à Saint-Clotilde et je suis un Réunionnais, on va dire, pure souche. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, parce que il y a plein d'arts martiaux, mais ça consiste en quoi et c'est quoi le MMA ? Alors le MMA, c'est Mixed Martial Art, donc un mélange des arts martiaux. Donc dans le MMA, on peut retrouver tous les sports de combat de tous les horizons. En fait, moi j'aime bien le présenter avec ces 3 dimensions. La première dimension, c'est les sports pieds-poings, karaté, boxe anglaise, tous les sports où on donne des coups de poing et des coups de pied. Jiu-jitsu aussi, ça rentre dans ce cadre-là ? Non, après, tu as la deuxième dimension, c'est la lutte, donc les emmener au sol, judo, lutte. Ouais. Et ensuite, tu as le jiu-jitsu brésilien qui comporte la troisième dimension. En fait, là, c'est la partie du sol, jiu-jitsu brésilien, judo. Et la particularité du MMA, c'est qu'on peut boxer au sol aussi. Ce qui a fait vraiment un sport qui est complètement différent parce qu'on garde la dynamique de la boxe debout et la boxe au sol. D'accord. C'est chaud. C'est chaud. Oui, donc en fait, c'est vraiment un sport complet puisque air, sol, tout est global dans ce sport. Finalement, tu fais un peu travailler, tu fais appel à plusieurs sens, à plusieurs facultés physiques. Ouais, c'est ça. Est-ce que cette pratique sportive a toujours fait partie de ta vie ? C'est-à-dire, dans ton enfance, tu faisais déjà beaucoup de sport ou est-ce que c'est arrivé un petit peu plus tard ? En fait, moi, j'ai commencé le judo, j'avais 7 ans en fait. À l'âge de 7 ans, j'ai commencé le judo. C'était pas une demande de ma part. D'accord. Non, c'est ma mère qui nous a mis au judo. On a grandi au Chaudron où c'était un peu compliqué, femme seule, avec 2 enfants. Mon grand frère, il a 3 ans sur moi. Mon grand frère était un peu turbulent, en fait. Il n'était pas méchant, mais il avait de l'agressivité. Donc, du coup, sous les conseils d'un prof d'école, qui dit lui, il est pas méchant, il n'a pas un mauvais fond, mais il est très agressif. Donc, vous devrez le mettre dans un sport de combat. Donc, c'est ce que ma mère a fait. Elle a suivi ses conseils, elle l'a mis dans le judo. Ça a bien marché pour mon grand frère. Donc, lui, tout de suite, il a accroché. Il était très, très bon tout de suite dans ce sport-là. Et ma mère a voulu faire la même chose pour moi, c'est-à-dire là, à mon anniversaire à 7 ans, elle m'a mis aussi dans le judo. Donc du coup, j'étais un petit peu obligé à l'époque. T'es un peu tombé dans la casserole sans le vouloir, mais finalement... Mais finalement, avec du recul, ça a été une très très bonne solution pour m'encadrer, en fait. J'étais pas très bon tout de suite, j'aimais pas vraiment forcément ça au départ, mais voilà, moi j'ai commencé par le judo, en fait. D'accord. Alors, j'ai cru comprendre que tu avais un petit surnom, Coq Bataille. Est-ce que ça vient de cette époque-là ou est-ce que c'est venu un petit peu sur le tard ? C'est venu sur le tard, Coq Bataille, parce que j'ai suivi le cursus judo. Hein, j'ai quand même accroché à un moment sur ce sport-là, parce que j'ai accroché au moment où on pouvait partir en métropole avec ce sport-là, où j'ai compris qu'on pouvait... on va dire à 13-14 ans, il y avait des championnats où on nous envoyait en métropole. Donc c'est là où j'ai commencé vraiment à m'intéresser au sport. Et finalement, j'ai commencé à faire des résultats, je commençais à mettre numéro 1, etc. Et à l'âge de 17 ans, j'ai décidé de partir en sport-études en France. Et donc, du coup, les médias réunionnais nous s'intéressaient un peu à nous, etc. 18 ans, on commençait à faire les premiers résultats assez timides, mais c'était quand même assez inédit dans le judo pour des réunionnais.
Et un jour, un journaliste me dit, est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi ton état d'esprit, par exemple, quel animal peut vous représenter, etc. Tu vois, j'ai réfléchi un peu, je fais, quel animal il y a à La Réunion, il n'y a pas de lion, il n'y a pas il y a pas trop d'aigles. Tu sais, c'est toujours les animaux qui... Par contre, je dis, putain, il y a un sport le coq bataille, c'est vraiment quelque chose qui nous représente, en fait, parce que on n'est pas les plus forts, les plus impressionnants. Par contre, on est super résistant et c'est comme ça qu'on se fait reconnaître dans le milieu. C'est qu'on était résistant et qu'on lâchait rien, qu'en fait. Et c'est de là où est parti Coq Bataille, l'association, la marque de vêtements, le surnom. En fait, à l'étranger, à savoir que quand je commence le MMA, toutes les personnes ont un surnom, en fait, tu vois, un surnom impressionnant. Et moi, c'était Coq Bataille, c'est Gaël, Coq Bataille, Griveau, tu vois, c'était l'annonce du speaker. Donc voilà, c'est le surnom et puis l'esprit, en fait. Un bon surnom pour un Réunionnais, Bataille Coq. Ouais. Alors, Gaël, tu es quand même champion du monde de MMA. Tu as dit une fois que le MMA avait transformé ta vie. Pourquoi ? Le MMA a transformé ma vie parce que ça m'a donné une énorme confiance en moi, en fait. Ouais. Dans ma carrière de judo, dans mon parcours de judo, j'étais bon, mais pas assez confiant en mes capacités, en ce que je pouvais représenter, en l'impact que j'avais sur moi-même et sur les autres personnes. En fait, j'avais pas cette conscience-là. C'est vrai que quand j'ai commencé le MMA, ça m'a attiré tout de suite le MMA quand je l'ai vu, parce que il y avait ce sport de combat-là, la possibilité de taper des gens, de se battre, on va dire. Oui. Qu'on est à La Réunion, nous y aime bataille, nous y aime accrocher, nous y aime, tu vois, c'est vraiment fait partie de la culture. La particularité dans le MMA, c'est que c'était un sport spectacle, avec une exposition médiatique, et même sur l'événement, c'était au centre, on était au centre des choses, avec une musique qui te lançait. Tu pouvais choisir ta musique, donc du coup, moi, identité réunionnaise, je savais ce que j'allais mettre comme musique, Maloya, KM David, tout ça, c'était déjà dans ma tête. Et donc du coup, cette exposition-là me plaisait beaucoup, parce que j'avais pas ça en judo. En judo, c'était pas du tout, il fallait être humble, rester dans son coin et pas montrer ce qu'on savait faire et ce qu'on pouvait exprimer, en fait. Donc ça m'a plu, et au fil du temps, j'ai compris que j'avais de l'impact sur les gens, en fait. Ma façon de combattre, ma personnalité, tu vois, je devais pas ressembler à quelqu'un d'autre pour exister. J'étais moi-même, j'étais un très bon combattant, un gars qui était dangereux. Par contre, tu vois, avec des respects, des valeurs, etc. Et petit à petit, j'ai compris que j'avais de l'impact sur déjà, moi, ça m'a changé. Aujourd'hui, parler comme ça, c'était compliqué à l'époque pour moi. Regarder quelqu'un dans les yeux, c'était très dur. C'est ça qui change. Et puis les gens me donnaient des retours sur mes victoires, sur ce que je représentais, sur ma façon de combattre, tout ça. Et ça a vraiment changé l'image que j'avais de moi et la confiance que j'avais en moi, en fait. Oui, forcément, tu es devenu un symbole pour nombre de jeunes Réunionnais, pour beaucoup de Réunionnais. Alors, j'imagine que pour arriver à un tel niveau, tu as dû faire des sacrifices quand même. Des sacrifices personnels. Oui. Beaucoup. Beaucoup. Et c'était des sacrifices. Aujourd'hui, avec du recul, ça a été des sacrifices. Mais à l'époque, j'en voulais tellement que je voyais pas le problème avec le fait de faire la route pour s'entraîner, de faire 2 heures de route pour aller s'entraîner. Ça, c'était avec du recul, on se dit, j'étais fou, en fait, à l'époque. J'étais complètement amoureux de ce sport, et j'avais envie tellement de réussir que pour moi, c'était pas des sacrifices. C'était naturel. C'était naturel. Ouais. Et avec du recul, moi, j'ai 2 filles, en fait, 2 grandes filles aujourd'hui. J'ai passé les premières périodes de leur vie à être absent le week-end. Donc, tu vois, ne pas être là pendant les vacances,
parce que je devais faire un camp d'entraînement, parce que je devais aller combattre, parce que je devais aller faire des choses et tout. Et puis, à l'époque, le MMA n'était pas légalisé, donc on ne pouvait pas gagner sa vie réellement avec le MMA. Ouais. C'est légalisé depuis 4 ans seulement. Donc à l'époque, tu vois, c'était un peu difficile financièrement. Donc, ça veut dire que je mets de côté mes perspectives d'avenir, d'investissement pour ma famille, en fait, dans l'espoir d'un jour être champion et bénéficier des bénéfices que ce sport-là peut emmener, en fait. Donc, voilà. Donc, un petit peu, tu as mis un petit peu de côté des moments sacrés avec ta famille pour en arriver là où tu en es quand même aujourd'hui. Donc, c'est une belle preuve de résilience. Tu as dit, parce que j'ai remarqué que de plus en plus, maintenant, tu es très présent sur les réseaux sociaux et tu t'exprimes. Et je trouve ça chouette parce que la nouvelle génération a accès à ce que tu as appris, ce sport, parce que ça t'a construit en tant qu'homme. Ce sport a fait l'homme que tu es aujourd'hui. Et tu as mis dans un de tes posts, pour toi, le secret de la réussite, ce n'est ni la motivation, ni le talent, c'est la discipline. Est-ce que c'est la discipline qui t'a mené au succès ? Oui, c'est la discipline qui m'a clairement... C'est pas seulement la discipline. Il y a pas mal de... Enfin, moi, je l'identifie sur une méthode, la méthode des 3D, en fait. La méthode des 3D, en fait, c'est quelque chose de mémotechnique, mais en même temps... Dis-nous tout, on veut tout savoir. Ouais. En même temps, dans ces 3 dimensions qui sont individuellement importantes, mais ensemble, c'est une puissance phénoménale, en fait. Mais quels sont-ils, ces 3D alors? Dis-nous tout. Suspense. Donc, la discipline en fait partie d'une. D'accord. Le premier D, c'est la décision. Prendre une décision, c'est très compliqué, en fait. Quand on est jeune, on le voit très bien, savoir ce qu'on veut faire. On demande toujours qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, tout ça. Et répondre à cette question-là, c'est très difficile. Et prendre une décision, c'est le premier pas vers ton objectif. Moi, quand je voulais faire du MMA, j'ai pris la décision réellement. Et c'est pour ça que, par rapport à ma carrière de judo, la carrière de MMA a plus fonctionné. C'est parce que c'est moi qui avais pris la décision de commencer. Je te disais tout à l'heure, à 7 ans, c'est pas moi qui ai pris la décision. Ma mère m'a mis dans le sport. Ouais. Et voilà, j'avais pas envie de réellement le faire ça. Donc, je l'ai fait après parce que j'ai trouvé un avantage par le temps, quoi, en fait. À l'usure, elle m'a eu à l'usure, ma mère. Mais voilà, par contre, le MMA, j'ai pris la décision de le faire. Et cette décision-là, ça m'a permis de mettre des choses en place pour pouvoir arriver à mon objectif, au moins sur le chemin de mon objectif. Ouais. Quand tu as pris une décision, derrière, il faut la discipline pour tenir cette décision, en fait. Et c'est là où la discipline a été importante pour moi. Heureusement, j'ai fait du judo. Heureusement, même si mon cadre d'origine, on va dire, le chaudron, m'apportait pas cette image de discipline, mais dans le judo, j'ai appris la discipline, en fait. J'ai appris, on arrivait avec un kimono, on saluait le tatami, on avait un profond respect pour l'entraîneur, pour ses copains, parce que sans son copain, on ne peut pas avancer. On peut pas s'entraîner pour être bon. Il y a des répétitions pour acquérir une connaissance, enfin une technique. Il faut répéter. On faisait des centaines de répétitions de techniques, etc. Donc du coup, ça fait partie d'une routine, d'une discipline micro et macro, en fait. Pour être sélectionné, il faut être tout le temps devant l'autre en compétition. C'est-à-dire que si dans une compétition, t'es bon. Derrière, tu perds pied ou t'as pas fait le nécessaire pour être bon, pour être premier. Tu fais pas partie de la sélection, tout simplement. Donc cette discipline-là, elle était très présente dans mon parcours de judoka, dans mon parcours de combattant de MMA. Et voilà, donc c'était un passage obligé. Aujourd'hui, je le remets dans tout ce que je fais, en fait. Cette discipline-là, c'est ma ligne de route pour pouvoir honorer ma prise de décision, quoi, en fait. Et le 3e D, c'est la détermination. Des fois, on n'a pas envie d'y aller, c'est compliqué. Sur mon parcours de judo, j'ai bien expérimenté quand il fait froid.
Au soir de la Réunion. Ah, oui. Ici, il fait chaud. Ici, on lève 10 heures. Donc, c'est ça. En France, il fallait se lever à 8 heures du matin pour aller à l'entraînement. Peu importe la soirée que tu as passée. Parce que tu dois te faire des amis. Donc, du coup, tu dois faire des soirées. Enfin, c'est pas obligé, mais tu vois, c'est tentant de faire des soirées. Mais le lendemain matin, il faut être à l'entraînement. Le lendemain matin, il faut être là, présent. Opérationnel. Il faut être opérationnel. Et voilà, si tu n'as pas la détermination qu'il faut, là, ça va être compliqué. Donc, du coup, la détermination, elle fait partie intégrante de ces 3 dimensions-là. À un moment donné, quand c'est dur, il faut y aller quand même, quoi. Et justement, quel rituel tu as mis en place, si tu en as mis en place quotidiennement, pour justement tu vois, conserver cette rythmique de ces 3D, discipline, détermination. Qu'est-ce que tu as mis en place ? Voilà, aujourd'hui, je suis un peu plus mûr, on va dire. Je me suis pas mal formé personnellement. Enfin, je suis un autodidacte et je regarde les méthodes qui me permettent d'être performant dans mes journées, en fait. Aujourd'hui, se lever tôt, c'est un rituel que j'ai intégré dans mon état d'esprit et puis dans ma journée. Alors, il y a tôt et tôt. Tôt, 5 heures du matin, je me lève. Ah oui, c'est très tôt. Très tôt pour certains. Pour moi, tôt, parce que c'est devenu quelque chose de normal. Ouais. Ça me permet de commencer ma journée avec peut-être une méditation. Mon petit déjeuner qui est important pour moi. Voilà, j'ai le temps de le faire. J'ai le temps de vivre ma matinée correctement avant d'entamer ma journée, en fait. Ouais. Par exemple, très longtemps, j'ai pas pu... tu vois, je prenais des douches chaudes. Ça, c'est quelque chose qui a révolutionné ma vie. J'en parle tout le temps parce que c'est aujourd'hui, ça fait partie vraiment de mes rituels. Aujourd'hui, je prends des douches froides le matin. Donc, ça me permet de réveiller mon système, d'être opérationnel tout de suite, en fait. Donc, ça fait partie d'un rituel qui me permet d'être vraiment performant dans la journée. Tu prends le temps vraiment de te retrouver, de te recentrer avec toi-même en te disant « Ok, je suis réveillée, ça va être une belle journée. » Tu prends le temps de respirer et pour attaquer ta journée, quoi. Et puis, Alors moi, je donne l'information à mon corps, je donne l'information à tout le monde là-dedans pour dire il faut lever là. Est-ce que tu penses qu'il est important de sortir de sa zone de confort pour se dépasser ? Parce que tu sais, on a toujours tendance à faire ce qui nous rassure, à rester dans ce petit cadre. Est-ce que pour toi, tu penses qu'il est justement important de sortir de ce cadre pour se dire je vais aller dépasser mes limites, je vais aller au-delà de ce que je pense savoir faire? Ouais, c'est une question. En fait, c'est une question. Aujourd'hui, on parle beaucoup de développement personnel. On parle beaucoup de ce sujet-là, de sortir de sa zone de confort. C'est vrai que l'inconfort te permet d'être toujours actif, en fait. Ouais. Donc aujourd'hui, de ta jeunesse jusqu'à quand tu crées et quand tu crées ta vie et quand tu te mets des objectifs en place, c'est essentiel de se mettre dans l'inconfort. Ça te permet de rester toujours actif, toujours alerte, toujours en train d'essayer de retrouver ton confort. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Au-delà de sortir de sa zone de confort, comme on le prône souvent dans le développement personnel, c'est surtout agrandir sa zone de confort. En fait, quand tu es dans un inconfort, tu veux retrouver le confort. Donc, du coup, tu fais des choses qui te permettent d'agrandir ce cercle-là et d'être beaucoup plus performant dans ta recherche d'objectifs. Ouais. Donc, l'instabilité, finalement, te permet une expansion que tu n'aurais pas imaginée, en fait. Ouais. Tu sais, on est des êtres humains, on est économes par nature. C'est-à-dire notre corps, quand tu es fatigué, tu te reposes ou tu cherches un moyen pour être mieux dans ta vie, en fait, pour te reposer ou pour faire moins d'efforts. C'est vrai que quand tu es dans une posture qui t'est pas favorable, tu vas toujours trouver ton corps, ton mindset, ton cerveau, tout ton être va se mettre en action pour trouver le confort. Ouais. Et ça te permet de dire, je suis bien finalement dans la situation où je suis.
Maintenant, rechercher un peu d'inconfort pour agrandir tout ça. Moi, le MMA, par exemple, ça a été, la cage, pour moi, c'était une position d'inconfort parce que tu rentres dans une cage sous la lumière, sous les projecteurs, tu connais ça, hein? C'est un peu un combat ce que tu fais aussi, parce que et devant des personnes qui vont te juger. Tu gagnes, t'es le meilleur du monde, tu perds, t'es ridicule, quoi. Tu prends un KO, t'es ridicule. Place, quoi. Donc voilà, c'est ça, il fallait. Et tu sais que aussi bien que moi qu'à La Réunion, être ridicule, c'est hors des questions, tu vois. C'est quelque chose, personne ne veut pas ça, tu vois. Ouais. Et donc voilà, le MMA pour moi c'était une zone d'inconfort qui aujourd'hui, je pense que honnêtement entre toi et moi, j'ai perdu mon dernier combat parce que j'étais confortable dans ce milieu-là en fait. Ouais. Donc tu vois, c'est à ce point-là. T'avais perdu ton instabilité des débuts finalement. Ouais, voilà, j'étais chez moi, je connaissais tout le monde. Et tu t'es trop reposé. Et je me suis peut-être un peu trop reposé sur mes lauriers. T'es la première personne à qui je dis ça. Je suis ravie. Je pense que je vais pas être la seule à le savoir maintenant. J'espère. Il semblerait que la visualisation est importante pour toi. Alors quand on parle de visualisation, c'est-à-dire que tu aimes à te projeter quand tu vas faire un combat ou que tu te prépares pour un combat, toute ta préparation, tu aimes visualiser en te projetant, en te disant voilà. Et tu crées une visualisation de ce combat. Est-ce que chacune de tes victoires, tu les as visualisées et vécues, ou c'est quelque chose qui est arrivé un petit peu avec le temps et avec l'expérience ? J'ai expérimenté la visualisation au fil de mes combats, en fait. D'accord. Je me suis rendu compte, au début, c'est pas du tout évident, hein, je le fais pas naturellement, mais j'ai envie, comme on parlait de détermination, moi j'ai tellement envie de gagner, j'ai tellement envie de pas être ridicule et pas décevoir les personnes qui me suivent ou même moi-même, que je pense pas à tout ça, mais par contre, je vois ce qui peut se passer, je me projette, en fait. Au fil des combats, j'ai compris que c'était une force parce que ce qui s'était passé, c'était exactement quand je gagne mes combats. C'était, au départ, c'est flou. Mais après, je me rends compte que j'ai une certaine lucidité parce que j'ai déjà vécu le moment, déjà intérieurement. Ouais. Je te parle, si je te fais un retour sur un combat, on est au Japon où je combats pour la première fois. Japon, un pays qui c'est l'un de mes rêves en fait de combattre au Japon, et je me surprends à sortir un peu de mon combat, être présent et regarder ce qui se passe dans le public, à voir l'arbitre ce qu'il dit, etc. En fait, j'arrive à le faire parce que j'ai vécu ce moment-là en fait déjà sur le ring, et donc du coup je gagne mon combat parce que la situation elle était familière pour moi en fait. Donc j'ai expérimenté le fait que j'ai déjà vécu ce moment-là, j'ai déjà vu comment j'allais battre mon adversaire, etc. Et c'est là où je comprends que visualiser son objectif, c'est très important. Et donc, c'est tout simplement, c'est comme si tu veux aller tout droit et tu veux aller dans un supermarché en face, tu le vois de loin, tu vas tout droit. Si tu n'arrives pas à le voir, tu ne sais pas où tu vas. Maintenant, on a le GPS, c'est plus facile, mais il faut le regarder, le GPS quand même. Du coup, pour toi, la pensée est créatrice. La pensée est créatrice. On est ce qu'on pense. Et on arrive à créer, si on arrive à visualiser précisément son objectif, on crée sa réalité, en fait. Exactement, on crée notre propre réalité. Mais du coup, est-ce que tu laisses quand même une place au hasard, ou est-ce que tu crois au hasard ? Moi, j'aime bien le hasard, mais je pense qu'il y a une phrase que j'ai entendue une fois, la chance, c'est la rencontre entre la préparation et l'opportunité, en fait. C'est-à-dire que je crois au hasard, j'aime bien cette idée-là du hasard et de ce qui peut nous arriver dans la vie, etc. Par contre, je pense qu'il faut aussi se préparer au hasard. Il faut se préparer aux opportunités. Aux opportunités. Hein. S'il y a des fois, on pensait un coup de chance, mais on a été prêt pour une opportunité, on l'a saisie, et voilà. Nous, on parle de hasard, mais je pense qu'on était prêt pour saisir cette chance-là. Ouais.
Dans ta préparation, alors j'ai compris, il y a cette part de visualisation, pour créer un maximum d'opportunités de combattre et de gagner sur ton adversaire, en tout cas de le mettre KO, comme vous dites. Est-ce que tu laisses de la place pour une part de spirituel, de spiritualité? C'est-à-dire, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de prier avant un combat? Est-ce que... Alors, je ne parle pas d'une religion en particulier, attention, je parle de spiritualité dans sa globalité, dans sa généralité. Ce qu'on peut prier tout, on peut tout prier. Et est-ce que tu t'es déjà retrouvé à faire une prière, à penser que ce soit à des ancêtres, à quelque chose de plus grand que nous Voilà, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une place dans ta vie de champion pour la spiritualité? Bah, je dirais oui. Moi, j'ai un peu de mal avec la religion, avec ce que les hommes ont fait de la religion. Donc, du coup, je suis né chrétien et j'étais à l'église quand j'étais plus jeune. J'ai fait mon baptême, ma communion, etc. Comme beaucoup d'entre nous. Beaucoup d'entre nous. Donc, je crois... Et par contre... j'ai pas toujours été d'accord avec l'histoire. J'ai pas toujours compris l'histoire qui se passait. Pareil pour les autres religions, musulmans, enfin tout ça. Il y a des choses qui m'échappent. Donc du coup, je suis pas vraiment quelqu'un qui est porté sur la religion. Par contre, je crois vraiment qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Je sais pas quoi. Je sais pas de quelle matière à croire à quoi. J'essaie d'être curieux surtout, bien sûr, d'apprendre des religions, d'apprendre déjà des textes, etc. Ou d'être curieux de savoir comment ça se passe, comment les histoires, etc. Et par contre, il y a un truc que je me suis peut-être qui me rassure. Je me dis, si quelque chose m'a créé moi, donc croire en moi, ça veut dire que je crois en ce qui est plus grand que moi en fait. C'est-à-dire que j'ai toujours une petite prière, surtout quand j'ai eu mes filles. Voilà, c'est une prière que on dirait que je lançais la prière dans un truc et tout. Dans l'univers. Voilà, protège mes filles et donne-leur la force. Ce qui m'arrive quelque chose, donne-leur la force d'être fort en fait, de tenir, d'être bon, etc. Et puis voilà, moi je t'assure d'être fort, mais voilà, protège les miens et il faut leur donner de la force d'être fort. C'était la phrase que je sortais toujours dans mes rencontres avec moi-même avant les combats. C'est ça. Quand tu es, comme tout le monde, tu es un être humain, tu as dû faire face donc à des difficultés, des épreuves dans la vie. Où est-ce que tu es allé puiser? Quels outils tu es allé chercher? Ou peut-être que tu as développé avec le temps pour te sortir de ces moments et ces épreuves? Mais il y a plein de choses. Il y a déjà mon origine. Ça, c'est... je ne sais pas si on peut parler d'outils, mais moi, ça a été quelque chose qui... la Réunion, ça a toujours fait partie de ma construction, en fait. Après, on dit souvent que connaître ses origines, ça veut dire que tu peux aller plus loin, plus tu as des informations sur d'où tu viens, voilà, ou comment tu t'es construit, etc., et tes ancêtres et tout ça, ça te permet d'aller plus loin, tu vois. Et moi, la Réunion, ça a toujours été un bel outil pour moi, la musique, la nourriture, tout ça, ça a toujours été une force pour avancer. Et puis, j'ai toujours eu le rêve secret de revenir à la Réunion et de dire, voilà ce que j'ai fait. Voilà où est-ce que j'ai emmené la Réunion, où est-ce que j'ai porté les miens, mes ancêtres, vous tous là. C'est ça. Et donc voilà, c'est l'un des premiers outils. Après, bien évidemment, ma famille, ma femme, mes enfants, ça a toujours été des personnes pour lesquelles je voulais d'une part exister, de deux rendre fier et de trois montrer l'exemple en fait. Je trouve que c'est en perdition cet objectif-là de montrer l'exemple déjà. C'est compliqué déjà parce que on est des êtres humains, tu viens de le dire. On est faible et voilà, il faut se montrer avec ses forces et aussi ses vulnérabilités en fait. Bien sûr. Donc voilà, donc les accepter. Ouais, les accepter. Ensuite, moi j'ai toujours mis un point d'honneur à apprendre.
J'apprends toujours, c'est le savoir, ça a été super important pour moi. J'ai dû apprendre pour être un bon combattant de MMA. J'ai essayé d'être le meilleur. Tu t'en es pas trop mal sorti quand même. Ouais, mais il y a encore meilleur. Donc, il y a toujours meilleur que soi. Voilà, pour moi, c'est cet outil-là d'apprendre, de le savoir, c'est quelque chose qui déjà ça s'use pas. Ouais. C'est un outil qui s'use pas beaucoup, qui peut se partager, qui peut être diffusé, mais à grande échelle, quoi, en fait. Et ça m'a permis de rester toujours actif, toujours meilleur en tant qu'homme et en tant que combattant et en tant que dans toutes les facettes de mon humanité, quoi, en fait. Et quand tu as eu des échecs, on parlait de ton dernier combat tout à l'heure, où tu étais un peu trop stable et tu n'avais plus cette instabilité. Quelle leçon tu as justement retiré de cette expérience, puisqu'on va en mettre une en lumière, de cette peut-être échec que toi tu as vécu comme un échec, mais quelle leçon tu en as tiré? La leçon, c'est que rien n'est grave, en fait. Ouais. Rien n'est grave. Il y a plus important, il y a quelque chose de plus grand. Ouais. Il y a d'autres valeurs et d'autres choses qui nous permettra de faire les choses. Sur un sport de combat comme ça, au départ, ma hantise, c'était de perdre devant tout le monde, ça passe à la télé, c'est compliqué, en fait, de s'exposer comme ça. Je sais ce que c'est que de perdre en public. Ouais, tu vois, on parle le même langage. Toi, tu l'as vécu, et tu sais que c'est quelque chose. Mais finalement, tu te rends compte que rien n'est grave. Ouais. Ça va. En fait, tu as perdu, tu as déçu des personnes. C'est pas grave. Tu t'es déçu peut-être toi-même. Ouais. C'est pas grave non plus, parce que tu es encore vivant, parce qu'il y a encore des gens qui t'aiment, parce qu'il y a encore plein de choses. Et puis ça te permet de grandir. Donc, exactement. Donc ça derrière, c'est une richesse. Dans la victoire, on dit souvent la victoire c'est important, mais tu apprends pas grand chose dans la victoire, parce que tout le monde te trouve beau, tout le monde te trouve Puis belle. Des fois ce n'est qu'un temps aussi. Ce n'est qu'un temps en plus. C'est qu'un temps, c'est éphémère. Et finalement, t'apprends beaucoup de choses quand t'as perdu, et ça te permet de grandir. Donc rien n'est grave, ça va. Ouais, ça va, c'est vrai. Et toi, tu l'as vécu comment? J'aime bien, il a compris le truc. Alors moi, sur le moment, je savais que je ne gagnerais pas. Même si j'étais programmée, ou que je m'étais programmée, tu sais, j'étais déjà aussi dans cette idée de visualisation. Je savais que je ne gagnerais pas, tout simplement parce que la France n'était pas prête. On était dans début des années 2000 et il n'y avait pas de personne de couleur encore qui avait gagné pourtant, mais elle n'est pas trop au fond, c'est quand même. Hein. Mais voilà, je pense que... Et puis la personne qui a gagné avait toute légitimité de gagner. D'accord. Tu vois, clairement. Et moi, je dis toujours, la plus belle des choses que j'ai gagnées, vous connaissez quoi ? C'est le cœur des Réunionnais. Ah ouais. Parce que même 20 ans après, les gens sont toujours bienveillants, les gens sont toujours présents. Et regarde, on est là aujourd'hui. Donc tu savais à ce moment-là que ça n'allait pas dépendre de toi, en fait. Ça ne dépend. Ouais, exactement. D'accord. Donc, par contre, j'aurais été sur un ring, je pense que ça n'aurait pas été la même chose. Non, mais après... Mais c'est intéressant parce que c'est un peu sur un ring, c'est la même chose, hein. Du moment où tu as des gens qui sont là pour te juger, et puis le sport de combat aujourd'hui, c'est un business. Ouais. Donc du coup, on a aussi cette dimension-là qu'un combat ne peut ne pas dépendre de toi uniquement, qu'en fait. Ouais. Ce qui s'est passé sur le dernier combat, je perds au point. On ne sait pas comment je perds. Tu vois, j'ai des défaites comme ça où je ne sais pas comment je perds. Donc, du coup, comment tu l'acceptes? Tu vois, c'est compliqué. Mais, après, je pense que c'est
sur le moment, c'est jamais évident parce que je pense que c'est surtout envers soi-même. Moi, c'est moi que j'en voulais. Mais et d'ailleurs, quand je regarde en replay le passage où je chante ma dernière chanson, où je chante en solo, Entrer dans la lumière de Patricia Cass, et en fait, je regarde la caméra, je baisse les yeux, je savais. Ouais. Et quand je me regarde aujourd'hui, je me dis, ah là, je savais déjà que je n'allais pas gagner. Donc, si tu veux... Après, moi, j'ai eu la chance j'étais déjà très entourée de ma famille et tout ça, donc j'étais très accompagnée, tu vois. Donc, j'avais peur de les décevoir, mais en fait, finalement, non. Je ne les ai pas déçus parce que j'avais quand même déjà fait un très beau parcours pour une Réunionnaise. Donc, je me disais, écoute, la vie est tellement longue, la vie a tellement de choses à faire et j'en ai fait énormément de choses après, tu vois. Ouais. Donc, et puis, ça restait qu'un jeu. Et comme tu dis, c'est pas grave. C'était pas grave. Tu vois. Ouais. Et t'es en train de faire l'intervieweur, en fait, là. Un petit peu. Non, mais moi, ça m'intéresse parce que moi, je t'ai suivi, je t'ai vu. Et je crois qu'on n'était pas prêt de voir une Réunionnaise à ce moment-là. On était fiers. Enfin, moi, je me rappelle, j'étais vraiment fier de te voir parce que je n'étais pas très Star Academy à l'époque. Hein. Ouais. Mais c'était vraiment quelque chose que j'ai suivi avec passion parce que tu disais quelque chose de la Réunion, en fait. Ton parcours, c'était de dire à la Réunion, attention, on est là maintenant. Attention, va falloir faire avec nous. Ouais. Hein. Et ça je m'inspire beaucoup. C'est pour ça que je dis ça. Je m'inspire beaucoup des gens qui sont même que dans le sport de combat ou pas dans le sport de combat. Et toi, tu as été une inspiration pour moi et puis pour pas mal de Réunionnais pour dire, à ce moment-là, on était en France, il faisait froid, est-ce qu'on est légitime à rester là, tout ça. Et toi, tu as dit, oui, on est là, je suis sur TF1, qu'est-ce qu'il y a? Mais après, je pense que, et d'ailleurs, ça rejoint ce que je voulais aborder avec toi, c'est moi j'ai fait preuve d'un mental, tu vois, ce qui m'a fait avancer parce que moi chaque semaine on m'avait dit, j'ai dit c'est quoi le but en fait pour aller jusqu'en finale? C'est de travailler, d'être premier chaque semaine pour pas être nominé. Ok, moi j'abattais du boulot, j'ai travaillé, tu vois, j'allais puiser tout ce que j'avais en moi pour essayer de faire mon maximum. Tu vois, et je pense que pour un sport de combat, tu as été quand même champion du monde, tu es, et tu resteras, quoi qu'il en soit, même si aujourd'hui le titre appartient à quelqu'un d'autre, tu l'as été à un moment de l'histoire et tu resteras dans les annales. Il faut quand même avoir un mental d'acier. Est-ce que ce succès, justement, que tu as eu là, ça t'a construit et quelle part de toi, justement, fait qu'elle reste ? Est-ce que tu me suis? Parce que je ne suis pas très, très claire. Je sais où je vais t'emmener, mais en gros, tu es champion du monde. Tu as vécu un succès qui peut être important, mais justement, qu'est-ce que toi, tu en retiens de ce succès et de ce titre de champion du monde? Écoute, ça a été assez paradoxal pour ma part, parce que le MMA n'existait pas en France. Donc, du coup, on ne parlait pas de moi réellement en France. On parlait dans les magazines spécialisés. Et encore, c'était vraiment des parias de l'époque. Ouais. Et encore moins à La Réunion. Donc, vraiment, les spécialistes ou les gens qui suivaient le MMA étaient vraiment conquis à cette histoire-là. Mais j'étais pas un parfait inconnu parce qu'on me connaît déjà par le judo, etc. Mais voilà, ça n'existe pas. Tu fais un sport qui n'existe pas. Donc, par contre, à l'étranger, j'étais le champion. Voilà, c'était un succès vraiment. Et puis, j'étais dangereux. Et puis, je faisais peur. Tu vois, c'était assez paradoxal ma situation. Par contre, voilà, le succès était pas réellement là. Pour moi, le succès, c'est voilà, avec la médiatisation, avec ce que les gens voient de toi, te représentent, champion dans la rue, tout ça. Ça, c'est le succès. Par contre, en termes de réussite, pour moi, la réussite, c'est plus intérieur, c'est la fierté de ce que j'ai fait, en fait. Ouais. Moi, je sais ce que j'ai fait. Je sais par quoi je suis passé. Où est-ce que j'ai été? J'étais au Daghestan, combattre un Dagestanais devant 5000 Dagestanais et je gagne le combat. Un petit Réunionnais comme moi. Ouais. Je sais d'où je viens, en fait. Et donc, du coup, ça, c'est super important et c'est ça qui me reste de cette période-là d'être champion, d'être champion du monde, etc. La ceinture, aujourd'hui encore, il y a très peu qui l'ont, la ceinture. Très peu de Français il y en a qui ont essayé,
qui aujourd'hui ont une autre carrière, etc. Mais ils n'ont pas réussi. Moi, j'ai réussi à le faire. Un petit Réunionnais comme moi. Un petit gars du Chaudron comme moi. Ouais. Donc, moi, ce que je retiens, moi, c'est cette réussite-là. Ça reste, c'est à l'intérieur de moi. À chaque fois que je vais parler avec quelqu'un, c'est le gars qui a réussi qui va te parler. Peu importe dans les situations, j'arrive pas avec une belle voiture chez toi. Ouais. J'arrive pas avec costard cravate tout le temps ou avec du bling bling. Par contre, ma réussite, elle est vraiment intérieure et puis je peux traverser le monde avec ça en fait. Je peux faire n'importe quoi. Je peux sauter. Là, tu me demandes de sauter là dans le fossé. Là, je peux le faire dans ma tête. Ouais. J'ai répondu à ta question ou Tu as très très bien répondu à ma question. J'adore parce que tu me donnes vachement de matière. Alors moi, j'aimerais savoir comment la culture réunionnaise, notre culture, notre tradition, a influencé ton parcours de sportif à travers le monde. Parce que tout à l'heure, tu parlais du Daghestan. Tu ne connais pas le pays-là, moi, c'est moi. Personne ne connaît pas. Aujourd'hui, le Daghestan est connu parce qu'il y a tous les champions de MMA à l'UFC sont daguestanais, en fait. Ah ouais. Ouais. Et à l'époque, ils sortaient pas trop du pays. C'est un pays, c'est des Tchétchènes. Hein. D'accord. Ok. Moi, quand j'étais au Daghestan, 5 ans auparavant, ils étaient encore en guerre. Si tu arrives au Daghestan là-bas, tu as des impacts d'obus sur les immeubles. Ah ouais. Oh putain. Tu vois, c'est encore mais voilà, c'est des pays. Moi, je connaissais pas le pays. J'ai découvert le pays et ça a été l'un de mes plus beaux voyages. Ah ouais. Carrément. Et donc ça se situe où le Daghestan, à côté de la Tchétchénie? C'est une province de Russie. C'est à Makachkala. C'est à 1 heure de la Tchétchénie. Il y a les montagnes daguestanaises là, et puis c'est à 1 heure de la Tchétchénie en fait. Du coup, comment la culture réunionnaise a influencé un petit peu ton parcours à travers le monde? Alors, je peux te raconter une anecdote. Raconte-moi tout ce que tu veux. Donc, du coup, je vais là-bas et puis c'est un pays. Moi déjà, je suis pas serein parce que truc et tout. Ils viennent nous chercher avec des 4x4 noirs. C'est mafia. Enfin, l'impression que c'est la mafia. J'étais dans un film de mafia. Donc, il y a un chauffeur pour moi qui a un pistolet à côté de lui, tout ça. Donc, qui respecte pas le code de la route. Enfin, c'est tout ça pour te mettre dans le contexte. Arrivé là-bas, on est bien accueillis quand même parce qu'ils ont un peu d'argent et combat. Ils avaient refusé le passeport de mon coach parce que 15 jours auparavant, il y a eu un attentat à Paris. Donc du coup, tous les têtes de maghrébins ou truc et tout, mon coach, c'était mon meilleur ami à l'époque. C'est pas vraiment mon coach, mais il me suivait. Il y avait une tête de maghrébin, donc il vient pas. Donc j'arrive dans un endroit hostile. Je suis tout seul dans les vestiaires en train de faire mes bandes parce que normalement c'est le coach qui fait les bandes ou sinon l'organisation. Mais là il y a personne. Bon, il y a quelques Français qui sont là quand même. Donc par contre ils s'occupent de leur carré en fait. Tu vois. Et donc du coup je mets mes bandes tout seul. Je les mets mal. Je fais qu'est-ce que je fous là? Les mettre tout seul c'est quasiment impossible. Je fais ce que je peux. Donc je monte sur le ring. Je vois l'ampleur du truc. Il y a un coach quand même français qui me suit parce que son combattant il a combattu donc il peut me suivre. Et là je passe les 2 premiers rounds où c'est très compliqué parce que j'ai peur déjà. Tout le monde autour de moi, je flippe. Il me prend, j'aime bien, et il me viole littéralement parce qu'il me met à droite, à gauche, il me roule dessus, truc et tout. À un moment, je lui mets un coup interdit parce qu'avec le stress, je lui mets un coup au sol qui est interdit. Donc et là, tout vient dans ma tête, tu vois. Je dis, le public va me siffler, l'arbitre, tu vois. Ils vont tous me tomber dessus, ça va être chaud. Mais ça se passe bien. Il y a un truc qui se passe en moi où je dis, de toute façon, j'ai plus le choix là, il faut que j'y aille. Il faut que je sorte de là parce que ça va être trop compliqué sinon. Et j'ai encore mon objectif à atteindre, tout ça. Et il y a un petit déclic. Un petit maloya dans ma tête qui truc et tout. Et là, je trouve la solution, je l'étrangle, je gagne le combat.
Et là, le public respectueux m'applaudit, etc. Je danse à Maloya. Excellent. Je sais pas pourquoi, je danse à Maloya pour truc et tout. Et voilà, donc, et j'en fais pas trop quand même parce que je suis quand même au Daghestan, tu vois. C'est ça. Et donc, du coup, je sors glorieux. Et puis, les Tchétchènes, enfin, les Dagestanais, ils sont très respectueux des combattants, en fait. J'ai gagné. Je pensais qu'il y allait avoir de l'animosité ou sinon des conséquences, en fait. Mais pas du tout. Au contraire, on me lève le bras, on m'applaudit quand je sors, je traverse le public. En plus, t'es seul, en plus. Je suis seul et par contre, tu vois, ils me donnent un respect que j'ai jamais vu. Même à La Réunion ou en France, on m'a jamais donné de respect comme ça, en fait. Je suis un combattant, ils me respectent. Et donc, du coup, voilà, je suis super content. Je sais pas ce que je viens de faire, je réalise pas encore. Et le soir, il y a les festivités. Ils nous emmènent dans un mariage tchétchène où, le mariage tchétchène, c'est tout en grand, blanc, tout ça, c'est musulman, tout et tout. Ouais. Et à un moment donné, tout le monde sort, enfin, tous les hommes sortent, ils mettent les 4x4 au tour comme ça. Et là, tout le monde tire au pistolet en haut. Donc, du coup, on me donne un pistolet. J'ai un pistolet, je dois tirer. je tire. La première fois pour moi. Impressionné, tout ça. Et il y a le traducteur qui m'explique, il dit t'as fait une danse sur le ring là, pour fêter ta victoire. C'est quoi cette danse? Je dis, ça s'appelle le Maloya, en fait. Tu vois, il traduit en même temps. Il s'appelle le Maloya, c'est une danse de chez moi. Il dit, ça ressemble vachement à la danse russe, à la danse tchétchène, truc et tout. Et là, il commence à danser, tu sais, genre, tu vois, comme les Russes, ils dansent, là, avec les bras comme ça. Et je fais, ça ressemble vraiment. Tu vois, je vois tout le monde, j'ai l'impression, et là, je crase un Maloya, tu sais, au milieu des trucs et tout. Et puis, et tout le monde se met à danser, commence à danser le Maloya, tout ça, tu sais, à danser tchétchène, Maloya, tout ça. Et en fait, on passe un super moment. Je passe du moment où je suis très, tu vois, certain de mon sort sur le pays, à un moment de communion avec ma culture réunionnaise, avec mon Maloya, au Daghestan, que tu connais pas où c'est. Non, ça y est, je commence à voir un petit peu. Toujours pas, et à partager un moment de culture. Ouais. Et c'est là où la culture réunionnaise m'a toujours suivi, et je me suis toujours dit que voilà, on a quand même quelque chose de riche qui ressemble à plein d'autres choses dans le monde, et voilà, ça c'était le moment où j'ai dansé en communion avec les Tchétchènes, quoi. Elle t'a permis, la culture réunionnaise, finalement, de partager, de vivre des moments de partage avec des populations, en plus forcément avec qui forcément t'as pas la même langue, t'as pas les mêmes c'est notre tradition, ça, les gars, ça. Et c'est comme ça dans la musique, et c'est comme ça dans la des fois, moi je rentrais avec des musiques, tu vois, quand même David, tout ça, et les gens ils me disent, ah ouais, mais il faut que tu m'envoies ce son-là, alors qu'ils connaissent même pas du tout. Enfin, finalement, c'est pas seulement ma personne qui a plu aux gens dans le monde, c'est aussi ce que je représentais avec tout mon être, en fait. Mais mon être, enfin, ce que je représente, c'est la Réunion. C'est le métissé qui sourit à ses face à face en combat, qui est aussi dangereux parce qu'il faut pas rigoler non plus. Faut voir Rodano parce que sinon ça gagnait. Et qui a cette culture musicale, danse, nourriture super riche, en fait. Alors, tu vois un petit peu comment le monde il évolue en ce moment. Il y a du bien, il y a du moins bien. Est-ce que tu as espoir en l'avenir, toi? Moi, je suis quelqu'un qui a tout le temps de l'espoir, en fait. Je suis un éternel optimiste. Ouais. Parce que le monde, c'est compliqué. Hein, et puis, on veut aussi nous faire croire que c'est compliqué, que c'est très difficile, alors qu'il est simple. Il est simple, il y a des choses qui sont simples. Il faut juste qu'on prenne confiance et conscience qu'on a de force, qu'on a de l'impact. Ouais. Tu vois, moi, c'est ce qui m'a marqué toute mon histoire de combattant, et c'est l'impact que j'avais sur les gens et l'impact que je pourrais véhiculer sur une personne ou sur un groupe de personnes, en fait. Et je pense que si chacun d'entre nous
Ça fait un peu ça fait un peu religion, ça va? Non, pas du tout. Vas-y. Si chacun d'entre nous pouvait prendre conscience de cet impact-là qu'on peut avoir sur une personne, par exemple, j'ai un impact sur toi, tu as un impact sur moi aujourd'hui, ça se passe bien, on rigole ensemble, et ça, c'est ce que je représente. Si j'arrivais, je faisais la gueule, ben, j'aurais un impact sur toi, en fait. Tu serais mal à l'aise, ou toi aussi, tu donnerais Et tout le monde, peu importe si on est champion du monde ou sinon la simple personne qui va acheter son pain, acheter son truc et tout, on a un impact sur les gens. Rien qu'au niveau de l'humeur. Si on prenait conscience de ça, je pense que ça changerait beaucoup de choses. Ouais. Et il y a des gens qui ont eu de l'impact sur des groupes de personnes qui ont changé beaucoup de choses, que ce soit positivement ou négativement. C'est vrai. Pour revenir sur La Réunion, je pense qu'à La Réunion, on peut avoir un gros impact sur le monde. Parce que on a un microsystème, on va dire. Ouais. Un vivre ensemble. Un vivre ensemble qui est super intéressant. Il reste des défauts. Hein. On a nos vulnérabilités, on a des défauts qu'il ne faut pas qui dépassent le vivre ensemble aujourd'hui. Mais voilà, je pense qu'on a un réel impact à avoir sur le monde. Et si tu avais un conseil, quelque chose à dire à la jeune génération de Réunionnais ou du monde entier, ce serait quoi? Ça serait prétentieux pour moi de donner des conseils. Non, mais en tout cas, tu as une vision quand même. Tu as beaucoup voyagé, tu es un sportif de haut niveau, tu as pris des claques, comme tout le monde. Peut-être que le mot conseil est peut-être trop fort, mais je pense qu'on a tous quelque chose d'inspirant à partager. Je pense que chaque être humain sur cette terre peut inspirer, tu viens d'en parler, peut inspirer la personne qui se trouve en face. Si avec l'expérience de vie et d'expérience de sportif que tu as eue, tu pouvais en tout cas inciter les jeunes à aller dans une direction, quelle serait-elle? Voilà, je vais parler de direction. Moi, le message que je prône et que je me bats pour que les gens comprennent, pour les jeunes comprennent, c'est faut bouger en fait, faut voyager. Il faut aller voir ce qui se passe ailleurs pour comprendre qui on est réellement. Et ça nous permet on parlait de confort, ça nous permet d'élargir notre espace de confort en fait. Notre vision. Ouais, notre vision, notre façon de voir les choses, parce que on a une façon de voir les choses dans notre île qui peut être intéressante aussi à avoir pour les autres, et cet impact-là qu'on peut avoir sur le monde, il est important d'en prendre conscience en fait. Il n'y a pas seulement d'apprendre des autres, c'est aussi de montrer aux autres que voilà, nous on vit comme ça, qu'est-ce que vous en pensez de cette diversité, qu'est-ce que vous en pensez de cette façon de penser, etc. Est-ce que ça vous parle ou pas? Mais souvent on se rend compte que les gens disent ah oui, c'est super intéressant de voir les choses comme ça, parce que nous on est tourné vers le monde, etc. Et puis on n'a pas forcément cette vision-là en fait. Et voilà, le fait de voyager, on parle encore une fois d'impact. Qu'est-ce que on peut apporter au monde en fait? Et ça c'est important, parce que ça nous donne une importance à nous, et ça nous dit aussi si je peux apporter à des gens de l'extérieur, d'autres pays, on peut aussi apporter à des gens qui sont proches de nous. Et déjà, allons apporter à des gens qui sont proches de nous pour faire grandir le pays. Déjà, on se regarde nous pour pouvoir aussi diffuser, transmettre, etc., et rayonner. Ouais. Et donc du coup, c'est une de mes valeurs, le voyage. Le voyage forme la jeunesse, et je pense que c'est vraiment le message que je donnerais aux jeunes, quoi. Merci beaucoup en tout cas. On arrive sur la fin de notre échange. Déjà ? Oui, mais moi j'aimerais que tu me parles un petit peu, que tu nous parles du projet, puisque maintenant que tu es bien revenu à La Réunion, tu as des choses en cours, je crois, une salle de sport, dis-nous tout. On parle encore d'impact. Hein. L'impact que j'ai eu, l'expérience que j'ai vécue dans le monde, et puis ce que j'ai pu apporter, parce que j'ai fait un tour du monde en 2017 avec ma famille. D'accord. Et j'ai été voir un petit peu ce que le sport, et mon sport en général, et le sport en général,
pouvait avoir comme impact sur les communautés ou les personnalités. C'est-à-dire des maîtres d'arts martiaux. Qu'est-ce que leur impact peut apporter dans leur communauté, par exemple. Et une communauté sportive, qu'est-ce qu'ils cherchent dans le sport, peu importe le pays, peu importe la tradition, etc. Donc ce tour du monde-là, ça m'a donné une certaine expérience. Et j'ai donné aussi mon expérience dans ce tour du monde-là parce que j'ai donné des cours en Inde, au Népal, un peu partout dans le monde. Et cette expérience de transmission dans le monde, j'aimerais encore une fois le ramener sur mon île et le diffuser déjà aux personnes avec qui je parle directement, aux personnes qui me ressemblent, etc. C'est pour ça que j'ai décidé de créer ma salle de sport, ma salle de MMA, parce que j'ai beaucoup à donner au MMA réunionnais. Et dans une structure, c'est la meilleure façon d'éduquer dans un premier temps, et puis après de profiler aussi des carrières. Il y a des plus jeunes qui veulent devenir champions, qui ont le talent pour, qui ont les armes pour les orienter, parce que je suis passé par ce chemin-là. Au lieu de te dicter ce qu'il doit faire, moi je te vais juste montrer le chemin, où passer pour éviter les pièges, etc. Il y aura toujours des embuscades, des pièges, tout ça, mais toi, ça, c'est ta propre expérience. Par contre, moi, je vais te montrer là où je suis passé, où ça m'a coupé un petit peu, avec mon sable, m'a coupé un petit peu de bois pour pouvoir passer. Tu vois. Donc, cet espace de sportif s'adressera aussi bien à des amateurs qu'à des semi-pros ou... Alors, on aura des cours d'enfants, parce que l'éducation, c'est super important, c'est la base de toute chose. On a des cours loisirs, c'est-à-dire que le sport, il ne sert pas seulement à la performance, il sert aussi à être bien dans sa peau, bien dans sa tête. Voilà, c'est notre machine, il faut qu'on prenne soin de notre machine, il faut qu'on sache la défendre. Et aussi au sport de performance, parce que si aujourd'hui le MMA est légalisé en France, et il y a un parcours professionnel, amateur et professionnel. Donc ça, c'est tout un système un écosystème que je vais développer dans ma structure. D'accord. Et du coup, tout au long de l'année, tu fais aussi des stages ? Oui, il y aura des stages. Je vais essayer de... Enfin, je le fais déjà. Ouais. Je réduis un peu la passerelle qu'on a avec... on est français, avec le national, avec le territoire français. Ouais. C'est-à-dire, au lieu de... Par exemple, je fais venir des combattants de MMA qui sont actuellement champion ou actuellement en activité dans les plus grosses ligues. L'idée pour moi, c'est que on va pas attendre que le gars il soit à la retraite ou que le gars tu vois, il a fini sa carrière, il vient faire un peu de vacances ici. Non, il est déjà à l'affiche, il est encore en activité, il a son expérience de MMA qui est frais, tout ça. Viens à la Réunion, viens expliquer à nos jeunes, viens expliquer à la population que pourquoi ce sport-là, comment ce sport-là est important pour toi et qu'est-ce que ça implique économiquement, émotionnellement et ce que ça t'apporte dans la vie en général. En fait. Ouais. Merci beaucoup en tout cas Gaël. Dernière petite question. Qu'est-ce qui est gaillard ? Nous les su gaillard, mais déjà quand même. Qu'est-ce qui est gaillard aujourd'hui dans ta vie ? Ce qui est gaillard, c'est... honnêtement, ça a été de monter mon association, impacter socialement dans la vie, dans ce que j'ai connu moi en fait avec mon sport, et surtout de le faire avec ma famille en fait. Ce qui est vraiment gaillard, c'est je travaille avec ma femme qui elle aussi a beaucoup de choses à apporter. Elle est pas réunionnaise, mais voilà, donc elle se sent bien ici voilà, elle se sent réunionnaise. Je travaille avec j'ai travaillé avec mes filles. Mes filles ont fait du MMA. Récemment, ça fait 2 ans qu'elles en font, alors que moi je suis là-dedans depuis 20 ans. Donc c'était vraiment un transmission. Un truc vraiment gaillard, parce que voilà, j'ai vécu pas mal d'expériences et j'ai enseigné à un groupe de jeunes comme eux. Et voilà, on a fait elles ont fait la compétition pour la première fois avec moi, elles ont fait plein de choses. Donc, ce qui n'a pas été le cas, en fait, comme je te disais au début, j'ai fait ma carrière un peu tout seul, je les ai laissées un petit peu. Et voilà, aujourd'hui, elles ont 16 ans et 20 ans et je vis la même passion. J'ai réussi à leur donner de l'amour du sport et l'amour du métier que j'ai fait.
À 20 ans, je pense que pour un papa, ce qui est gaillard, c'est que tes enfants reconnaissent réellement ce que tu as fait et le ressentent. Ma fille de 17 ans me dit « Mais papa, mais en fait, t'es vraiment fort. » Je me dis « Ouais, mais j'étais champion il y a 10 ans. Quoi. C'est maintenant que tu te rends compte. » Et voilà, ça c'est gaillard. Quand tu entends dans la bouche de ta fille « Papa, mais en fait, t'es une machine. En fait. » La fierté de son enfant. Voilà, c'est ça. Merci Gaël. Merci. À bientôt. Merci Émilie, à bientôt.